Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui pour l'instant est diffusée sur Odyssée. Elle arrivera quand je retrouverai la main sur ma chaîne YouTube dans la playlist USA. Si vous êtes sur Odyssée, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne sur YouTube pour y trouver un ensemble de vidéos spéciales sur les USA, puisque je vis aux USA. Je pense une vidéo qui peut être intéressante pour vous pour comprendre ce qui va se passer dans les mois à venir dans cette échéance électorale. C'est aux États-Unis, politique et religion. Alors, remettons les choses en place. Politiquement, aux États-Unis, vous avez deux partis dominants, ce qu'on appelle finalement une situation bipartie, qui sont les républicains et les démocrates. Les républicains étant assimilés à une idée de conservateur et les démocrates assimilés à une idée de progressisme. Ce que l'on pourrait, je dis bien pourrait, pas exactement dans le même sens, mais dans l'idée, comparer les républicains aux partis de droite français, voire d'extrême droite, c'est-à-dire vraiment toutes les droites, et le Parti démocrate comme étant la gauche, d'une manière générale. Même si, là, j'attire votre attention là-dessus, le terme gauche aux États-Unis n'a strictement rien à voir avec l'idée que l'on se fait de la gauche politique, idéologique en France. D'accord ? Les démocrates sont plutôt progressistes, mais n'en restent pas moins des libéraux, des sociodémocrates entre guillemets, mais très capitalistes, très ultra-libéraux. D'où la raison pour laquelle, idéologiquement, on y assimile souvent tous les progressismes, tant sociaux, politiques, idéologiques, et pour lequel on dit souvent aussi que finalement, chez les démocrates, c'est là qu'on trouve les plus extrêmes concernant les anticléricaux. Mais on va y revenir. Tout comme chez les républicains, vous avez, alors en France, vous avez l'extrême droite, telle qu'on l'a définie d'une manière générale, quoique ça reste quelque chose d'assez flou, puisque idéologiquement, est-ce que le Rassemblement national est vraiment un parti d'extrême droite, tel qu'on l'entend en tant que parti d'extrême droite, idéologiquement parlant? Parce que oui, le Rassemblement national en France aborde des sujets que certains ont mis des raccourcis par rapport à des idées d'extrême droite. Je parle évidemment plus particulièrement de la préférence nationale, du patriotisme, les problèmes, les sujets de l'immigration, etc. Ce qui se retrouve d'ailleurs un petit peu chez les républicains aux États-Unis. Du côté des républicains, ceux qu'on considère comme étant les plus radicaux, entre guillemets, c'est évidemment... Alors, vous avez... Au sein des partis démocrates et républicains, vous avez des mouvances. Et une des mouvances chez les républicains les plus radicales, c'est ce qu'on appelle, vous en avez certainement entendu parler, le fameux Tea Party. Le Tea Party, pourquoi ? Pourquoi Tea Party ? C'est-à-dire le parti du thé. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait référence à ce qui a déclenché, on va dire, la révolution américaine contre les Britanniques. C'est-à-dire, souvenez-vous, c'était ces Américains qui s'étaient déguisés en Indiens pour pouvoir réussir à monter sur des bateaux et jeter les stocks de thé qui devaient partir en Grande-Bretagne, sur lesquels la Grande-Bretagne avait, entre autres produits qui étaient envoyés en Grande-Bretagne, sur lesquels il y avait, on récoltait quasiment plus rien parce qu'il y avait des telles taxations que c'était un moyen de protester, on va dire, contre l'impérialisme finalement britannique sur les 13 colonies. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Tea Party, même si ça n'a strictement rien à voir.
dont une des fers de lance du Tea Party que vous avez certainement entendu parler il y a quelques années, qui est cette dame dont le nom m'échappe, qui souvent a fait des interventions, mais des interventions qui sont un petit peu à l'image finalement de ces gens de l'extrême droite américaine. C'est-à-dire que ce sont souvent des religieux assez bigots, dont je dirais peut-être l'expression fantasmée qui pourrait être un petit peu à l'image de ce parti, de cette mouvance, c'est ce roman dont je ne me souviens plus de l'auteur, mais dont vous avez certainement entendu parler puisque ça a été adapté. Alors ça a été adapté il y a très longtemps en film, mais le plus connu, c'est évidemment cette série qui est Handmaid's Tale, où dans une société dystopique, les États-Unis, pour essayer de subsister, adoptent finalement une sorte de régime totalitaire, très pieux, très religieux, et qui impose un statut aux femmes finalement de simples pondeuses. Enfin, vous avez un système de caste si vous voulez, et dans ce système vous avez des femmes qui sont sélectionnées pour leur capacité à pouvoir reproduire. Donc elles sont soumises à tout simplement être des mères porteuses, on va dire très clairement. Donc voilà un petit peu l'imagerie qu'on pourrait avoir de ce que pourrait être des États-Unis sous le régime de ces partis d'extrême droite américains. Donc, biparti, démocrate, républicain, en sachant que, dans la réalité, la majorité des Américains, on va dire les 2/3 des Américains, qui se reconnaissent politiquement d'un bord ou de l'autre, sont en règle générale des modérés. C'est-à-dire qu'ils ont l'idéologie pour les démocrates de considérer que les États-Unis doivent s'orienter vers quelque chose de plus solidaire, de plus juste, de plus social, alors que du côté des républicains, on est plus dans le libre marché, alors la solidarité, la charité chrétienne, très hypocrite, hein, admettons-le. C'est pour ça que c'est assez ambigu, parce que vous allez trouver souvent des organismes de charité qui sont beaucoup plus proches, donc qui aident les pauvres, qui aident les pauvres d'une manière générale, qui sont plus souvent avec une approche conservatrice que progressiste. Les progressistes qui, eux, pensent social, mais en réalité sont très libéraux. Donc sont très dans une politique ultralibérale, c'est-à-dire limite c'est marche ou crève. Voilà, c'est ça là, les progressistes. Ça veut se donner bonne conscience de vouloir faire du social, mais en réalité ne fait pas de social, parce que derrière il y a des empires financiers qui sont tout aussi dans le libre marché, on va dire. Mais libre marché à partir du moment où ça sert leurs intérêts à eux, quand ils peuvent éventuellement même y apposer leur hégémonie, leur contrôle absolu. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des grands organismes, surtout de la cybertechnologie, sont très souvent des soutiens démocrates plutôt que républicains. Sauf que le problème, c'est que si avant on réussissait à enfermer les Américains dans soit être démocrate, soit républicain, le problème, c'est qu'à partir des années 2000, ça a commencé un petit peu à partir en couille, parce que les Américains, surtout grâce à l'avènement de la communication par le téléphone, par les outils qui permettent de diffuser l'information, beaucoup d'Américains ont commencé à essayer d'exposer des vérités, d'exposer des réalités. Alors certains, évidemment, avec l'avènement d'Internet, ça restait très marginal,
Mais avec le temps, beaucoup d'Américains ont commencé à en apprendre. Alors en apprendre à tort ou à raison, à tort par des sources parfois altérées, des idées de conspiration, des idées de fake news, de fausses informations, comme à part aussi des gens qui établissent du factuel. Du factuel pour que les Américains se rendent compte qu'en effet, ceux qui les dirigent se foutent de leur gueule. Le point culminant ayant été évidemment tout ce qui a été la conséquence directe aux événements du 11 septembre 2001, même avant, un petit peu dans les années 90, avec Clinton, souvenons-nous, beaucoup d'Américains considèrent que le dernier vrai président américain, ont été Reagan dans les années 80 et Bush père. Mais après, à partir de Clinton, c'est là que ça a commencé un petit peu à partir en couille. Mais ça, c'est parti en couille, pourquoi ? Parce que le monde avait changé dans les années 90. La guerre froide a disparu en 91. L'Union soviétique a disparu. Donc, les enjeux géopolitiques avaient complètement changé. Et que, vu que la société américaine, vu que le système américain fonctionnait en partie grâce à la peur de l'autre, à la peur de l'étranger, à la peur de l'extérieur, ce qu'on retrouve d'ailleurs très souvent dans la culture populaire américaine. Je veux dire, pourquoi est-ce que dans le cinéma, dans la littérature, les extraterrestres par exemple, la science-fiction a eu beaucoup de succès, a eu beaucoup de développement, c'est parce que c'était une façon d'alimenter, d'agrémenter la peur de l'américain, la peur de l'autre, la peur de l'extraterrestre. C'est pour ça d'ailleurs que le film E.T. de Steven Spielberg a eu un succès mémorable aux États-Unis parce que pour une fois, la science-fiction ne présentait pas les extraterrestres comme pouvant être belliqueux. Même si dans la science-fiction, plus particulièrement populaire par l'accès du cinéma, vous avez un autre film qui était Le jour où la Terre s'arrêta, qui lui aussi était un film où les extraterrestres n'étaient pas belliqueux, n'étaient pas des méchants, mais avait déjà un petit côté, oui, mais enfin, bon, vous autres, les êtres humains, ouvrez un petit peu votre esprit, essayez de vous extirper de l'enfermement idéologique, de vos peurs, etc., pour vous ouvrir au monde. Il y a eu des œuvres de science-fiction, aussi bien dans la littérature que cinéma, qui allaient dans ce sens. Mais d'une manière générale, la science-fiction populaire, la science-fiction grand public, présentait souvent l'extraterrestre comme étant le belliqueux. Et l'extraterrestre belliqueux étant évidemment une allégorie de l'Union soviétique, une allégorie du communisme. Sauf que ça, évidemment, ça a disparu. Donc il a fallu trouver de nouveaux antagonistes, de nouveaux ennemis, etc. Donc après, on va pas refaire l'histoire, etc. Ce qui a été évidemment le plus révélateur, c'est évidemment, donc je vous disais, la période post-11 septembre avec l'Afghanistan et l'Irak. Où là, on a réussi à jongler avec le patriotisme américain pour faire croisade, mais sauf que le bilan de ces croisades, aujourd'hui, s'expose aux yeux des Américains en disant, finalement, patriotisme, oui, mais pourquoi ? Pour un résultat qui est nul. D'où le show de l'assassinat et de la disparition d'Oussama Ben Laden, où évidemment, toute personne bien sensée, cultivée, intelligente, qui s'est pensée par lui-même, va évidemment tout de suite se dire « Ah non, il y a Anguille sous roche là ». Là, c'est-à-dire qu'on nous a fait un scénario... alors que si vous voulez véritablement
glorifier la victoire américaine, ben on vous l'aurait montré, le Oussama Ben Laden. On l'aurait montré, on aurait montré des photos, on aurait montré son corps, tu vois, mais non, rien, que dalle. Et puis vite fait expédié, hein. Genre le corps, on te l'envoie dans les abysses de l'océan, de telle manière à ce que personne n'aille rechercher, personne n'aille tenter de récupérer le corps pour en faire un martyr ou un truc comme ça. Hein. Donc ben voilà, je veux dire, c'est très clairement scénarisé, et que si ça se trouve, parmi toutes les théories du complot par rapport à Oussama Ben Laden, certains ont même dit que Oussama Ben Laden n'a jamais été tué. Oussama Ben Laden, certainement peut-être, a eu une chirurgie esthétique de telle manière à ce qu'on ne le reconnaisse pas, et vit tranquillement aujourd'hui, quelque part, discrètement, on va dire. Bon, sauf que cette théorie-là, elle est un peu pétée parce que forcément, la famille Ben Laden, s'il avait gardé des contacts avec sa famille, on aurait su tôt ou tard que finalement le mec il est toujours vivant. Enfin bon, on ne va pas revenir sur toutes les théories du complot, etc. sur ce sujet. Mais très clairement, le bilan de l'Irak et de l'Afghanistan a eu une conséquence grave, importante, et en partie a provoqué des désillusions chez beaucoup d'Américains, tant chez les républicains que chez les démocrates. D'où la raison pour laquelle, en 2016, beaucoup d'Américains républicains ont voté Donald Trump, parce que Donald Trump n'était pas du sérail, n'était pas de la sphère politique. Tout comme des Français ont voté Macron en se disant oui, on en a marre de ces politiciens véreux, menteurs, traîtres, etc. Donc on va voter pour un jeune, un dynamique. On va voter pour de la chair fraîche, un petit banquier. Ben, aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont voté Trump avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions sur le fait que parce que c'est un milliardaire, parce que c'est pas un politicien, peut-être qu'il allait faire des choses, peut-être qu'il allait secouer le cocotier, etc. Au final, pendant 4 ans, bon, il a fait des trucs, mais pas tels que des gens l'espéraient. Tout comme du côté démocrate, pareil, du côté démocrate, beaucoup d'Américains progressistes ont commencé à voir un déclin du progressisme démocrate en alignant Hillary Clinton. Et en 2016, ce qui a été vraiment révélateur, c'est, alors évidemment, merci Wikileaks, parce que si Wikileaks n'avait pas été là, on n'aurait jamais su, la volonté du parti, à un moment donné, d'écarter Bernie Sanders, parce que Bernie Sanders commençait à grappiller trop d'électorat au sein de l'électorat démocrate. D'où ce scandale où la DNC a presque exigé de Bernie Sanders de jeter l'éponge et d'exiger de lui de demander ou de dire à son électorat de voter Hillary Clinton. Et c'est ça qui a foutu par terre l'élection. S'il n'y avait pas eu ce scandale, Hillary Clinton l'aurait peut-être emporté. Malgré le fait que, au sein de l'électorat démocrate, elle est détestée. C'est-à-dire que je pense ne pas mentir en disant qu'une majorité d'Américains progressistes détestent Hillary Clinton. Donc c'est pour ça que là, cette année, je pense qu'il est au moins intelligent de ne pas avoir pensé à essayer de lui proposer de revenir pour retenter sa chance pour la présidentielle en 2024. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'aux États-Unis, la société américaine est ultra fracturée, parce qu'elle est fracturée tant par les excès idéologiques, politiques, qui malheureusement constituent un petit peu une minorité de la population américaine, mais extrêmement exposée, extrêmement manipulée
pour tenter de légitimer une existence politique de ces partis traditionnels, alors que vous avez les 2/3 des Américains qui, aux dernières élections, oui, certains ont voté Trump parce que c'est Trump, et parce que c'est un électorat qui ne réfléchit pas forcément, qui n'a pas forcément de culture. Et puis vous avez un électorat démocrate qui a voté pas forcément pour Biden, mais contre Donald Trump. Et j'ai envie de dire, en novembre, c'est ce que le Parti démocrate espère avoir un gain auprès d'un électorat anti-Trump et non pas pro-Kamala Harris. Sauf que, bon, là, actuellement, évidemment, Kamala Harris est encensée et glorifiée, genre c'est la femme idéale, intelligente, etc. Alors que, comme je vous le dis, au sein de l'électorat démocrate, il y en a certains qui ont vu de quoi elle était capable pendant 4 ans et qui ne sont pas très convaincus, mais qui voteront quand même pour elle, contre Donald Trump. Et il y en a qui se poussent même le vice. J'ai vu sur Twitter, il y en a un qui a posté une photo où on voit plein de monde au pied de l'avion qui transporte Kamala Harris, etc. Et le mec présente cette photo. Alors cette photo, elle devient virale. Alors, regardez, la foule, c'est super. Ouais, sauf que l'image n'existe pas. C'est une image qui a été générée par une intelligence artificielle. Mais à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de retweeter cette image en étant persuadés que c'est une photo qui a été prise sur un tarmac. Donc voilà, aujourd'hui, le paysage politique américain, donc comme je vous le dis, démocrate, républicain, mais au sein de ces deux partis, l'électorat est très divisé. Divisé entre les ultras, les extrêmes, les modérés, et ceux qui ont perdu un petit peu leurs illusions politiques et idéologiques, qui aujourd'hui ne savent plus trop quoi penser, si ce n'est peut-être se dire que finalement, ça fait quand même plusieurs décennies que la démocratie américaine, elle est malade. Et qu'on a laissé en fait cette démocratie entre les mains de gens qui en ont rien à foutre du peuple américain, mais qui servent les intérêts plutôt des mondialistes, du globalisme, de l'empirisme américain, surtout financier, etc. Prêt même à sacrifier des Américains eux-mêmes dans un système où en effet, un système qui, je le rappelle, a plus de 50 millions d'Américains qui ne touchent plus rien, sont au chômage, sont dans la misère. Plus de 40 millions qui n'ont pas d'assurance santé, qui donc ne peuvent pas se faire soigner, si ce n'est dans des dispensaires publics où les soins sont limités. Donc voilà, je veux dire, où vous avez un taux de criminalité, un taux de délinquance important, surtout dans tous les grands centres urbains, et cette guerre fratricide qu'il y a aujourd'hui entre des Américains progressistes et des Américains conservateurs, où on s'insulte sans modération, sans esprit de se dire, considérer celui qu'on a en face de soi comme étant peut-être un antagoniste, mais un antagoniste qui partage les mêmes idées que vous sur certains points. Non, parce qu'on est dans le pays des extrêmes. On alimente les extrêmes, on alimente les haines, on alimente les colères. D'où la raison pour laquelle les discours politiques américains sont 1. Infantiles, 2. Parfois extrêmes, mais ça fonctionne. Et un des éléments sur lequel les politiciens américains jouent énormément, c'est, d'où la raison pour laquelle le titre de cette vidéo, Religion et politique, c'est évidemment la religion. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici aux États-Unis, la religion est quelque chose d'assez sacré. Sacré dans le sens où constitutionnellement, on reconnaît le droit à pratiquer une religion, à avoir le respect de la foi envers la religion, en sachant qu'évidemment, la religion est un outil
est un outil d'asservissement, est un outil d'amoindrissement de la capacité individuelle à un moment à s'extirper de la doctrine, de s'extirper des dogmes. On estime qu'aux États-Unis, sur les 338 ou 348 millions d'habitants, on estime un peu plus d'à 70% les Américains qui se disent religieux. Mais disent religieux en tout et pour tout, c'est-à-dire aussi bien les religieux extrêmes, bigots, que les pratiquants réguliers, pratiquants hypocrites ou non pratiquants, mais qui croient en Dieu. Donc c'est quand même plus de 70%, c'est une portion qui est non négligeable. Et donc les politiciens américains sont obligés de jouer là-dessus. Même si dans la religion aux États-Unis, c'est une religion majoritairement avec des courants issus de la chrétienté. Donc chrétiens, catholiques, protestants, mais vous avez une multitude de courants aux États-Unis, assez, je dirais, aux 2/3, plutôt tendance réformateur ou issus de la réforme. Donc ce qui fait on estime à peu près aux États-Unis des courants principaux, je ne parle pas des petits courants, mais courants principaux, on est à peu près sur 110 courants religieux différents. Sachant que même la religion, aux États-Unis, c'est très bien accommodé du capitalisme. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que si aujourd'hui, moi qui vis dans un État qui est assez religieux, vous avez des églises, parfois, partout. Vous avez même des fois des endroits où vous avez 2-3 églises en l'espace de quelques centaines de mètres. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de courants. Vous avez les courants donc, catholiques, protestants, vous avez les courants évangélistes, vous avez les courants calvinistes, vous avez les courants je ne sais plus. Voilà, il y en a, c'est pour ça qu'il y en a tellement que... Et communautaire. Communautaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des églises de blancs, vous avez des églises de afro-américains, vous avez des églises mixtes, vous avez des églises hispaniques, vous avez des églises asiatiques, plus particulièrement des églises coréennes, vous avez des églises orthodoxes. Ah oui, parce que vous avez beaucoup de migrants sur les 200 ou 300 siècles qui se sont écoulés ici, où vous avez des courants, alors c'est très local, hein. Nous par exemple ici à Charlotte, on a un courant orthodoxe grec. En Californie, sur la côte est, New York, Boston, vous avez des courants orthodoxes russes. Donc vous voyez, vous avez vraiment un melting pot de courants religieux, mais principalement, les courants religieux aux États-Unis sont des courants d'inspiration britannique, issus souvent d'ailleurs de l'église anglicane, ou dérivés de l'église anglicane. Donc ce qui fait que, oui, la religion aux États-Unis, elle est importante. Même du côté des démocrates, même du côté alors surtout évidemment du côté des républicains. Les républicains, eux, c'est leur, c'est leur fonds de commerce, hein, les religieux. Du côté des démocrates aussi, ils font très attention. Ils font très attention à préserver l'image, à respecter la tradition du religieux américain. C'est pour ça que des fois c'est très ambigu, parce qu'il y a des antagonismes au sein du Parti républicain entre les wokistes, évidemment, qui sont très souvent anticléricaux, et des Américains issus des milieux bourgeois, milieux bourgeois, aisés, etc., qui eux sont assez religieux dans la base. Donc, c'est pour ça que, salut au collègue qui s'en va,
C'est pour ça que la religion aux États-Unis, elle est très importante. Elle est omniprésente. Alors, il y a des endroits où elle est plus présente que d'autres. Évidemment, elle est extrêmement présente dans la société américaine, rurale, provinciale, etc. Plus particulièrement sud. Je pense que le sud, tous les États du sud, c'est-à-dire à partir de la Virginie, à partir de Virginie occidentale, Tennessee, jusque Texas, où là la religion est très importante. Plus à l'ouest, c'est une religion un peu plus hispanique, on va dire, par le fait, en effet, que ces terres, à l'origine, étaient des terres hispaniques. Donc la religion hispanique, la religion catholique est peut-être un peu plus présente dans les États de l'Ouest que dans les États de l'Est. Mais bon, peu importe, de toute façon, quel que soit le courant, quelle que soit l'inspiration, etc., aux États-Unis, malheureusement, la religion est un outil qui sert l'intérêt, on va dire à la soumission, oui, en quelque sorte, même si soumission est peut-être un bien grand mot, mais la religion, elle sert aussi à maintenir un certain obscurantisme chez certains Américains, et dont la conséquence est justement que on a ce partisanisme américain qui est parfois complètement déconnecté en fait du réel du monde, et vit dans l'approximation, vit dans la fake news, etc. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Dans tous les courants, il y a des gens qui sont un peu plus lucides que d'autres et qui comprennent. Vous avez aujourd'hui des Trumpistes, des ex-Trumpistes qui ont compris que finalement, même si tu mets un Trump à la tête du pays, l'État profond, il a de toute façon ses ramifications, il a sa mainmise, il a ses leviers dans tout le système administratif américain fédéral, que de toute façon, même un Trump, il n'y pourra rien. Ou à moins de provoquer une révolution pour dégager tout ce système. Ce dont d'ailleurs les progressistes s'évertuent ou se sont évertués à faire passer le 6 janvier comme étant un coup d'État. Alors qu'en réalité, ça n'a rien d'un coup d'État, c'est juste des Américains qui en ont gros sur la patate, qui ont été manipulés, qui ont été galvanisés pour aller faire des conneries au Capitole. Voilà. Mais ces Américains qui sont allés dans le Capitole n'ont jamais eu l'intention de renverser le régime, de renverser l'État. Ce sont les démocrates qui, évidemment, se sont servis de cet événement pour porter encore plus l'accent, encore une fois de plus, je reviens à cette idée d'extrême, hein, de faire tout un pataquès de peu de choses, ou de modifier, de transformer un fait en un autre, de lui donner une autre apparence, de lui donner un autre packaging, hein, de lui donner un autre paquet cadeau, une autre apparence que sa réelle institution, de sa réelle intention. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo sur les États-Unis, sur un autre sujet. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire pour que vous compreniez bien ce qui va peut-être se passer au mois de novembre. Donc le paysage politique américain qui en réalité n'est plus véritablement, je dirais, un paysage politique idéologique, c'est plutôt un paysage politique clientéliste. Parce que idéologiquement parlant, de toute façon, moi j'ai aucun Américain qui est capable de m'expliquer des contextes, des situations, des technicités, des rouages, tant sur le plan social, économique du pays, etc. Alors il y en a, hein, mais ces gens-là, en règle générale, ils se rendent compte que de toute façon, la démocratie américaine, elle est morte. Donc ils se contentent de tenir leur petite vie, de gagner beaucoup d'argent, de consommer, etc. Et puis la politique, ils en ont rien à foutre. C'est même des fois des gens qui ne votent même plus, d'ailleurs. Parce que voilà, ils se disent de toute façon, tu mets un démocrate ou un républicain à la Maison-Blanche, c'est kiff-kiff bourricot. Qui détient véritablement le pouvoir aux États-Unis, c'est le Deep State, c'est les intérêts financiers, c'est les intérêts globalistes, mondialistes. Même si, encore une fois, il y a une tendance un peu différente entre démocrates et républicains. Les démocrates sont des mondialistes globalisés, alors que les républicains sont plutôt mondialistes, mais à l'intérêt exclusif des intérêts américains, alors que les démocrates sont plutôt, eux, globalistes, planétaires, on va dire. C'est-à-dire qu'en réalité,
entre les républicains et les démocrates, vis-à-vis de l'Europe, ceux qui sont les plus dangereux sont les démocrates, par exemple. Parce que les démocrates, c'est eux qui ont participé à la construction de l'Union européenne. C'est pas les républicains. Eux, les républicains, ils avaient plutôt tendance à vouloir jouer la carte de l'influence avec différents pays, voire même peut-être en effet créer une sorte de communauté européenne, mais pas dans l'état où elle est actuellement. L'Union européenne est une invention, est une création des globalistes, des mondialistes planétaires, et pas uniquement qu'américains. Les Américains sont juste des outils, si vous voulez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a peut-être d'autres éléments, d'autres détails que j'ai pu oublier, sur lesquels je suis passé à côté, etc. Mais après, si vous voulez, j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures, parce que sinon c'est indigeste. Voilà. En ce qui concerne une vidéo, que ce soit sur Odyssée ou YouTube. Donc cette vidéo, elle va paraître en premier sur Odyssée. Elle apparaîtra sur la chaîne YouTube quand j'aurai de nouveau la main. Et nous, d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.